prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait, voici leur histoire. Je pense que c'est arrivé vraiment à point nommé. Quand j'ai senti que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire en entreprise et que je n'avais plus d'élan pour ces métiers-là. C'est le sentiment d'Ariane après avoir travaillé longtemps en marketing et en e-commerce au sein de grands groupes internationaux. Un jour, en zappant au hasard sur sa télé, elle tombe sur un reportage qui présente un métier aidant les personnes atteintes de troubles du langage. La révélation, le déclic. De son canapé au banc de la fac, il n'y a qu'un pas, ou presque. Une prépa, un concours, et 5 années d'études plus tard, Ariane nous reçoit, entre deux patients, dans son cabinet du 15e arrondissement de Paris. J'ai travaillé plus de 20 ans en entreprise. Voilà, donc j'ai travaillé globalement dans 2 grandes boîtes internationales, un groupe français et puis un groupe américain. Et je suis passée j'ai fait du marketing, développement de produits, j'ai fait du trade marketing, donc marketing commercial. Et puis, quand les nouvelles technologies sont arrivées dans l'entreprise, je suis très vite passée sur l'e-commerce. C'est par l'e-commerce que j'ai changé d'entreprise et que je suis passée dans ce deuxième gros groupe, grosse boîte américaine, où j'ai fait aussi du e-commerce. Et puis après, je suis passée au contenu digital. Et puis à un moment de ma vie, je voyais pas la suite, en fait. Je voyais pas quelle pouvait être la prochaine étape professionnelle. Donc ça a été l'occasion pour moi de faire un bilan de compétences. Je voulais faire ce bilan de compétences pour trouver quelle était l'étape suivante dans mon parcours professionnel, que je n'envisageais qu'au sein de l'entreprise. Donc, j'ai fait ce bilan de compétences que j'ai trouvé très instructif parce qu'en fait, un bilan de compétences, c'est un peu comme une analyse, mais express. Tu interroges tes proches, tu interroges tes collègues, tu refais tout le parcours de ta vie professionnelle et puis tu fais aussi le point sur tes valeurs, sur les moteurs, sur ce qui te fait bouger dans la vie. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que mes valeurs correspondaient pas forcément à ce que je faisais, en fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis beaucoup investie et je l'ai conclu par 3 pistes. On me demandait d'avoir 3 pistes d'évolution professionnelle. Et donc, la première piste, c'était de passer au conseil en stratégie digitale. Et donc, je m'apprêtais à prendre ce tournant-là dans mon entreprise. Et il y a eu un changement de direction et un changement de stratégie d'entreprise qui a du coup changé ma vie, vraiment, puisque l'entreprise pour laquelle je travaillais a décidé d'arrêter le digital. Et ça a été le moment pour moi de réfléchir à cette opportunité pour pouvoir partir mais en faire vraiment autre chose. Donc ça ne s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe ailleurs sur le marché. On m'a proposé un poste dans l'e-commerce et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de continuer de reprendre ça. J'étais pas motivée, en fait. Donc, chercher un travail quand tu n'es pas motivée, c'est pas possible. Je me suis vite rendu compte que, en fin de compte, j'avais pas envie de continuer. Et ça, c'était c'était aussi du fait de mes valeurs qui avaient évolué. C'est-à-dire que je ne voulais plus travailler juste pour un salaire. Voilà, je voulais travailler pour faire des choses qui construisent, qui s'inscrivent dans le temps. Je me trouvais plutôt dans une dynamique où je devais produire pour créer de la valeur monétaire, et quel que soit l'intérêt du produit. Autrement dit, on pouvait arrêter un produit du jour au lendemain, même s'il était formidable, parce qu'il ne générait pas assez d'argent. Donc, je n'ai pas voulu continuer et je me suis dit, il faut que j'actionne
le plan 3, enfin la troisième option. La deuxième option, écoute, je me souviens même plus ce que c'était. Mais c'était en entreprise aussi. Je me souviens plus très bien, mais c'était pas très précis à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que je savais que la communication, c'était quand même c'était une de mes grandes compétences, et que c'était aussi ce que j'avais toujours aimé en entreprise. Hein, c'était le fait d'être dans un groupe. Donc il y avait cette idée de communication, mais rien de précis. Et puis un jour où j'étais malade, dans le contexte professionnel dans lequel je me trouvais à ce moment-là, je me suis autorisée à ne pas aller travailler. Et je me suis retrouvée allongée sur le canapé en pleine journée, à végéter, enfin dormir à moitié devant la télévision qui était allumée. Et j'ai vu une émission médicale qui présentait des reportages. Et il y a eu un reportage sur l'orthophonie en hôpital. Et alors, crois-le ou pas, je n'avais jamais entendu parler de ce métier. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, je n'ai jamais eu de personne qui consultait un ou une orthophoniste dans ma famille. Sur 12, je pense que vous avez dû faire 2 fautes. Enfin, de toute façon, c'est la fin de l'exercice. Moi, je crois dire des choses et je les dis. Bon, c'est Oui, pas grave. tout à fait. Ouais, ça reste. Non, mais c'est ça la mémoire de travail. Hein. Mm. C'est pour ça, parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Il faut rester très, très attentif et collé. Enfin bref, allez. Et puis là, vous êtes obligé de compter les lettres, parce que... Oui, j'ai vu ça. Voilà, donc ça rajoute vraiment de la complication. Et là, on voyait une orthophoniste qui prenait en charge une dame d'un certain âge qui avait des troubles de l'audition. Voilà, et je me suis dit, mais ça a l'air vachement bien ce métier-là. Voilà. Et j'ai commencé à me renseigner. Et puis en cherchant des informations, j'ai vu que l'orthophonie, c'était 4 ans d'études. Donc je me suis dit, mais c'est absolument impossible à mon âge. La quarantaine déjà, hein, j'ai travaillé 20 ans d'entreprise. Je me suis dit, c'est absolument impossible d'entamer une reconversion aussi longue. Et alors, l'ironie du sort, c'est que les informations sur lesquelles j'étais tombée n'étaient pas actuelles, et qu'en fait, l'orthophonie était passée à 5 ans. C'était un Master 2. Par ailleurs, il y a un concours d'entrée, il y avait un concours d'entrée à ce moment-là qui était quand même très difficile à réussir, parce qu'il y avait très peu de place, il y a un numerus clausus qui est très restreint, et donc le concours d'entrée, fallait le préparer. Donc, sur le coup, je me suis dit, non, c'est impossible. Et puis, en fait, j'ai été... impossible, c'est quelque chose que mon cerveau ne rejette. Donc, je sais pas, moi, je me suis dit, je vais quand même passer le concours, on va voir. Et je me suis inscrite au concours de Lille. Et j'ai commandé les annales, j'ai acheté 2-3 bouquins, j'ai posé assez toute seule. Puis je me suis dit, moi, le français, je suis super à l'aise, hein, ça va aller tout seul. Et évidemment, je suis allée au concours et je me suis vautrée. J'ai évidemment pas été admissible à l'oral. Et donc, ça, de nouveau, ça m'a un peu piqué, tu vois. Je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible, là. Et de fil en aiguille, sans vraiment avoir pris la décision, je me suis lancée dans ce projet. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut vraiment que je prépare. Donc, je vais faire une prépa, etc. J'ai beaucoup de mal Je suis quelqu'un qui est dans l'action et pas dans la réflexion. Donc, j'ai beaucoup de mal à anticiper à l'avance les étapes et les difficultés. Et du coup, l'avantage, c'est que tu te lances, en fait. Tu ne te poses pas de questions. Et les difficultés, en fin de compte, quand elles se présentent à toi, tu les abordes une à une, en fait. Donc, t'as pas ce sentiment d'être au pied du mur et de lever la tête et de te dire, c'est infranchissable. Sur le papier, financièrement, c'est ingérable, c'est pas finançable. Et finalement, en fait, toutes les étoiles se sont alignées et j'ai réussi à, un pas après l'autre, à mener ce projet à bien. Donc au départ, mon enjeu, c'était dans un premier temps d'avoir un concours. Donc je voyais que ça. Et j'ai posé un congé sabbatique de 6 mois. Voilà, j'ai fait ma prépa, donc ça a été une année assez spéciale, parce qu'en fait, tu as très peu de temps pour préparer le concours, donc tu bosses énormément.
le français, mais aussi des matières scientifiques, parce que les concours, on te prépare à tous les concours de France. Et ils sont tous un peu différents. Il y a beaucoup de français, mais il y en a qui demandent pas mal de biologie. Il y a beaucoup de logique. Il y a un peu de maths. Voilà, les concours sont très différents. Reprendre les études, bizarrement, quand tu as travaillé pendant 20 ans, c'est un luxe, en fait. Tu y vas, mais vraiment, tu es ravi, quoi. Tu te dis, super, j'ai rien à produire, c'est juste pour m'enrichir moi, quoi. J'ai plein de choses à apprendre, ça va être génial. Alors ça, c'est l'idée que tu t'en fais. Et en fait, dans la réalité, même si j'ai toujours gardé le même enthousiasme, il y a deux côtés qui sont un petit peu difficiles. Le premier côté, pour moi, c'est qu'effectivement, je me suis retrouvée en prépa avec des gens qui avaient la vingtaine. Mais moi, ça ne m'a pas jamais posé de problème. Ce qui m'a posé un problème, en revanche, c'était la façon dont on était géré par les profs. C'est là que tu te rends compte que l'enseignement, c'est quand même très... les élèves sont assez infantilisés et puis ils ne sont pas traités comme des adultes. Ils ne sont pas forcément respectés comme tu peux le trouver en entreprise. Donc moi, j'avais complètement oublié tout ça. Enfin, si je ne l'avais jamais vécu et je n'en ai pas gardé de souvenir, j'avais oublié. Donc, il y a eu ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est énormément de travail. Parce que quand tu te mets à apprendre, en fait, tu commences déjà à apprendre. Parce que tu as oublié d'apprendre. Tu as perdu le rythme. Donc voilà, c'était énormément de travail. Donc ça a été une année de prépa et 5 ans d'études après, parce que j'ai la chance d'avoir le concours du premier coup. La fac, enfin le Master 2, c'est très exigeant en termes de quantité de connaissances. Bon, il y a un mémoire, on a toute la partie pratique avec les stages, mais en fait, on a une théorie aussi énorme. Il y a beaucoup de connaissances médicales, comme je te disais, à acquérir, notamment l'orthophonie, c'est tout un champ neurologique, donc qui demande de connaître les pathologies. Hein, et puis comprendre comment fonctionne le cerveau, avoir une connaissance de si j'ai tel déficit, à quoi ça peut être lié. Voilà. Donc il y a énormément de choses, il y a énormément de pathologies, il y a la surdité, il y a, je te dis, toutes les maladies cérébrales, les accidents cérébraux, il y a ce qui est surdité, il y a tout ce qui touche à la sphère ORL, chirurgie, cancer, voix... voilà. Et les troubles des apprentissages ou les troubles neurodéveloppementaux du langage, donc la partie enfant, mais voilà, c'est une partie, c'est pas la seule. Voilà, il y a l'autisme, le retard mental, enfin, c'est un métier où finalement il faut avoir énormément de connaissances et où tu ne peux pas acquérir toutes les connaissances. C'est pas possible. Une orthophoniste, elle est censée prendre en charge tout type de patients, mais la réalité, c'est que il faut quand même être bien formé. Et quand on démarre, on a une base solide, mais on a besoin d'être énormément formé. Alors regarde, on va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. On va travailler, tu sais, sur l'orthographe. Donc, l'orthographe, on va essayer de faire en sorte que tu te souviennes bien de comment on écrit les mots. D'accord ? Alors regarde, on va lire ça ensemble plusieurs fois. 2 fois, on va dire. Allez. 1, O, avec, feu, beau. 1, O, avec, feu, beau, ici, plus, nez, moto, roi, dire, pur, de, été, mar. Quand j'ai commencé ma formation, ma fille, elle rentrait en CE1. Voilà, elle rentrait en CE1. Alors, sur le plan du temps passé en famille, c'était catastrophique. C'est-à-dire plus de vacances, plus de week-end, hormis les vacances d'été. Parce que sinon, pendant la période scolaire, en tant qu'étudiant à la fac, on a peu de vacances. Mais en plus, nous, on avait nos partiels juste après les vacances. Donc, il n'y avait pas de vacances. Tu bossais pour préparer les partiels. Mais par contre, sur l'organisation pratique au quotidien, c'était tout à fait faisable parce que moi, mes cours étaient dans la journée. Donc, le soir, j'étais là. Donc, voilà, je pouvais m'occuper de ma fille
voilà, quitte à retravailler après. Moi, j'ai surtout beaucoup travaillé le week-end et en journée quand je n'avais pas de cours. J'étais dans un tunnel, en fait. J'ai rien vu. Et puis, j'étais quand même sous pression, en fait. Il y avait tellement de travail à faire que non, j'étais sous pression. Donc ça, évidemment, tu ne peux le faire que si tu es soutenu par ton compagnon. Ça va de soi. Bon, au départ, quand j'ai émis ce vœu, ma famille, mes parents, mon compagnon ont un peu considéré que c'était un caprice. Donc, bon, comme je tenais bon, finalement, assez vite, ils se sont rendus compte que je le faisais sérieusement. Voilà. Et je dois dire que mes proches étaient tous admiratifs. Alors, au début, les gens que je croisais me disaient « Oh, quel courage tu as de reprendre tes études !» Et comme moi, je m'étais trouvée dans la situation d'un poste supprimé, quand on me disait ça, je disais « Non, mais attends, moi, je suis pas du tout courageuse. C'est toi qui es courageux ou toi qui es courageuse de rester en entreprise avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. » Alors ça, c'était les premiers temps. Et vers la 4e, 5e année, quand on me disait « Qu'est-ce que t'es courageuse ?» Je disais « Non, mais ne m'en parle pas. » Mais c'était suicidaire. Et j'y suis allée. Je ne me rendais pas compte. Voilà, donc parce que vraiment, ça coûte beaucoup, mais en même temps, moi, mes études m'ont passionnée. Tous les sujets m'ont passionnée. J'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé ça très intéressant. On est sur des mots de 11 lettres. Gentillesse. Gentille2LE2SE. Très bien. Impuissance. IMPUI2SANCE. Pourparler. POUR. Alors, moi, je ne voulais pas travailler en hôpital parce que l'une des raisons de ma reconversion, c'était que je ne voulais plus de hiérarchie. Donc, les postes en hôpital sont très intéressants, mais voilà, tu te retrouves quand même dans un système qui est un système hiérarchique. Bon, ça, je voulais pas, je voulais être mon propre maître. C'était vraiment de gérer mon temps et de pouvoir travailler tant que je voudrais. Voilà, de ne plus avoir de crainte d'avoir un travail ou pas. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai été diplômée, pas d'hôpital, je voulais pas faire un travail salarié et je voulais pas non plus faire de remplacement, ce que font beaucoup d'orthophonistes diplômés, c'est-à-dire qu'en fait, l'avantage, c'est que tu peux gagner de l'expérience tout en étant cadré. Voilà, il y a ça, ou il y a la collaboration, où effectivement, tu es aussi un petit peu... tu peux être guidé par une autre orthophoniste. Donc moi, je ne voulais pas de tout ça. Disons que à mon âge, j'avais suffisamment d'expérience pour me sentir à l'aise, pour m'installer toute seule dans un bureau. Moi, j'ai été diplômée à la 50aine. Donc c'est évident que j'avais une expérience de la vie qui faisait que je n'avais pas du tout peur de me retrouver face à face avec des gens qui étaient mes patients. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité d'une orthophoniste qui partait en retraite pour reprendre sa patientèle. Donc en fait, je me suis quand même un petit peu glissée dans ses chaussons. Donc j'ai pas commencé tout de suite en faisant des bilans, j'ai pas commencé de zéro. Mais c'était une orthophoniste qui travaillait à mi-temps. Donc j'ai travaillé à mi-temps et j'ai recruté petit à petit mes patients, de nouveaux patients pour arriver à un temps plein. Voilà, donc, et puis elle m'a formée, on a fait 1 mois à peu près toutes les deux. Donc j'étais tout à fait à l'aise. Quand tu veux. Ah, attends, une autre chose. Essaye de parler un peu fort. Ok. Va prendre ta petite voix de petite souris. Tu veux une petite souris? Non. T'es une grande fille? Oui. Allez, tu me prends ta voix de grande fille et tu fonces. Ok. Ok? C'est parti. Je suis orthophoniste depuis maintenant bientôt 3 ans. Enfin, c'est ma 3e année. Ce qui est bien, alors ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'effectivement, contrairement à l'entreprise, il n'y a jamais de tension. Il n'y a pas de tension. Les patients, ils viennent... bon, alors évidemment, le patient, il peut avoir des attentes que tu ne peux pas combler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on discute. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ira mieux. Vous vous sentirez mieux. Mais en même temps, tu ne le berces pas d'illusions. Hein. Il y a une personne, par exemple, les maladies neurodégénératives,
les personnes viennent souvent avec une plainte qui est la mémoire. J'oublie ce qu'on m'a dit, j'oublie, je me lève pour aller faire quelque chose, j'oublie ce que c'était. Bon. Et donc, j'ai une patiente, quand elle vient me voir, elle me dit, mais à chaque fois, régulièrement, elle me dit, mais en fait, quand est-ce que je vais retrouver ma mémoire? Et donc, à chaque fois, je lui dis, écoutez, on ne travaille pas pour retrouver la mémoire. Ce qui est parti est parti. Mais par contre, on met en place des stratégies pour que vous restiez autonome, donc pour avoir moins besoin de vous appuyer sur votre mémoire, pour sortir dans la rue, pour faire la cuisine, pour recevoir votre famille. Voilà. Donc, mais à chaque fois, je recadre. Il y a des personnes que je recadre. Donc, on leur ment pas. Mais quoi qu'il en soit, on leur dit, et ça c'est vrai, ça ira mieux. Parce qu'avec ce qu'on fait, forcément, ça va mieux. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que tu dis, si je me trompe, il va pas mourir, mon patient. Ouf. Donc ça déculpabilise. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la perte de chance. Notamment, un enfant qui arrive au collège et qui a toujours des difficultés de langage et de dyslexie. C'est pas l'avoir pris suffisamment tôt ou pas l'avoir fait progresser suffisamment. Ça peut être vraiment une perte de chance pour son parcours estudiantin. Donc ça, c'est vraiment une problématique que tu te poses. Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Voilà. Alors, après, il y a un autre aspect de la profession qu'on n'a pas envisagé, mais qui est important aussi, c'est quand est-ce que j'arrête ? Quand est-ce que j'arrête de voir mon patient et comment je lui dis ? Là, j'en ai un, c'était sa dernière séance aujourd'hui, ce matin. Un petit garçon qui est en grande section de maternelle. Et vraiment, il a tellement progressé sur le langage que, voilà. Enfin, tu t'attends pas que le patient soit parfait pour arrêter, en fait. Hein. Quand tu travailles sur des processus, que tu mets des choses en place, après, il faut le laisser évoluer sans guidance, sans que tu sois là, voir comment il se saisit du travail fait ensemble. Donc, on s'est arrêté avant que ce soit parfait, mais là, je sais que c'est bon, on peut s'arrêter. Mais les patients, en général, n'aiment pas arrêter, parce que ça les angoisse. Ils ont peur que ça aille pas. C'est marrant parce que, donc moi, j'ai élevé 2 enfants, et ma mère me disait souvent, mais qu'est-ce que t'es patiente avec tes enfants ? Parce qu'elle n'était pas autant avec moi. Elle n'a pas été autant avec moi. Et c'est vrai, j'étais capable pour mes enfants de développer des trésors de patience. Alors c'est pareil avec mes patients. Et alors en revanche, quand je ne suis plus orthophoniste, je n'ai plus aucune patience. Voilà, ça c'est le prochain rendez-vous qui arrive. Donc les avantages, je les ai largement développés. Sur les inconvénients, effectivement, l'orthophonie, ça ne te permet pas de gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'était une donnée dès le départ. Sauf qu'on a beau te le dire, tant que ce n'est pas concret, encore une fois, c'est difficile de se projeter. Donc, je me retrouve dans la situation où, en fait, mon travail génère des recettes, mais je n'arrive pas à savoir combien je gagne. Parce que ça rentre, ça sort, ça rentre pas régulièrement, en vacances, il y a moins de monde. Si moi je prends des vacances, ça rentre pas du tout. Donc voilà. Et puis l'URSSAF, etc. Ça se fait avec 2 ans de différence, si tu veux. Hein. Donc on peut cette année, on peut me demander de l'argent, me récupérer de l'argent de l'année d'avant et de l'année d'avant. Donc ça arrive en tout cas dans les débuts. Donc ça peut être vraiment assez douloureux. Donc il y a une certaine précarité financière dans les débuts. Surtout que à Paris, évidemment, tu as quand même des frais fixes qui sont importants, hein, la location du cabinet par exemple. Et puis l'orthophonie est prise en charge à 100%, donc les tarifs ne sont pas libres. Tu ne peux pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Et les séances ont une durée fixe. Ça signifie que tu ne peux pas gagner plus d'une certaine somme. Donc on se rend compte assez rapidement qu'en fait les orthophonistes, pour bien gagner leur vie, elles deviennent très astucieuses. Elles créent du matériel, ou elles organisent des formations, ou elles font des séances de groupe.
Voilà, où elles font du surbooking d'agenda, voilà, parce que si ton patient vient pas, t'es pas payé. Donc voilà, je découvre les inconvénients du métier, qui sont le pendant de cette grande liberté que j'ai. Alors qu'en entreprise, évidemment, ton salaire il tombe à la fin du mois. Je me suis jamais demandé si j'aurais voulu faire ce métier plus tôt. Je pense que c'est arrivé vraiment à point nommé. Et on parle dans le monde du travail de seconde partie de carrière. Et du coup, quand on parle de ça, c'est justement après à peu près 20 ans en entreprise, tu vois. Donc, je pense que c'est arrivé quand j'ai senti que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire en entreprise et que je n'avais plus d'élan. J'avais plus d'élan pour ces métiers-là. Donc, ce ne serait pas arrivé 5 ans, 10 ans plus tôt. Vraiment pas. Et dans le même temps, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais travailler. Donc, je vais peut-être travailler encore 20 ans, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas l'impression de m'être reconvertie trop tard. Parce que finalement, je m'arrêterai quand je voudrais. Et voilà, j'ai des années devant moi si j'ai la santé. Voilà. Nous remercions Ariane et lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle carrière. À bientôt pour un nouvel épisode de J'ai tout plaqué, un des podcasts d'Orange pour les pros.